Bonjour et bienvenue à la récré parentale, le rendez-vous des familles et des professionnels pour répondre à toutes les questions qu'on se pose en tant que parents. L'homme est un loup pour l'homme. Ce dicton n'a jamais été aussi vrai que dans les cours de récréation. C'est lorsqu'on parle d'actes répétés, de moqueries, d'intimidation, d'agression d'un ou plusieurs élèves à l'encontre d'un camarade qu'on parle d'harcèlement scolaire. Le harcèlement peut prendre plusieurs formes, il peut être verbal, physique, social, sexuel. On parle également de cyberharcèlement. En Suisse, entre 2015 et 2018, on enregistre une hausse passant de 11 à 13% de cas de harcèlement scolaire. Dans cette émission aujourd'hui, on abordera la dimension psychologique et émotionnelle du harcèlement scolaire. Dans la partie juridique et institutionnelle, on s'attardera sur la responsabilité légale de l'école, du mineur harceleur, mais également de ses parents. Enfin, en dernière partie, on parlera d'adolescence et de sexualité. L'adolescence est une période charnière pour le développement émotionnel, psychologique, mais aussi sexuel. On parlera d'estime de soi et de sexualité. Restez avec nous, nos invités arrivent tout de suite. Comment le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement affectent-ils le développement émotionnel des enfants ? Quels mécanismes socio-éducatifs se mettent en place et comment protéger les enfants ? Et surtout, quelles responsabilités portons-nous en tant qu'individus et société pour agir contre ce fléau ? Avec nous aujourd'hui pour en parler, Zoé Moody, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à la Haute École pédagogique du Valais et chercheuse au centre interfacultaire en droit de l'enfant de l'Université de Genève. Et Philippe Jaffé, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes représentant des droits de l'enfant à l'ONU. Le harcèlement scolaire, c'est une atteinte grave aux droits de l'enfant, notamment au droit à l'éducation. Comment l'ONU et la Suisse voient ce problème et quelles sont les actions qui devraient être mises en place pour lutter contre ce problème ? Oui, c'est vraiment un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Il faut dire que dans les pays nordiques, ça fait déjà plus de 40 ans que les recherches montrent que c'est un problème. En Suisse, on est un petit peu plus tardif, disons, dans la prise de conscience. Et puis surtout, harcèlement scolaire, il faut différencier de cyberharcèlement, qui est encore plus récent à cause des éléments technologiques. Alors, je crois qu'en Suisse, maintenant, on a compris que c'est un phénomène important, une grande ampleur. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont affectés et qui vivent des choses tout à fait désagréables sur le plan de leur développement. Et l'ONU aussi, on a beaucoup travaillé sur la protection de l'enfant dans le monde digital. Mais je dirais qu'en Suisse, c'est un peu comme toujours, il n'y a pas de plan national, on avance un peu chaque canton à sa vitesse. On mise beaucoup plus sur la responsabilisation, l'information, et puis on n'est pas très innovant dans notre manière d'approcher le phénomène. Et on s'inspire peut-être pas assez, mais Zoé pourra le raconter beaucoup mieux que moi, de toutes ces meilleures pratiques qui existent dans les pays nordiques ou au Canada et même au Japon. Il y a quelque chose qui est prévu justement pour la Suisse, peut-être qu'on pourrait implanter, qui copierait les pays nordiques où il y a des résultats meilleurs au niveau du harcèlement scolaire ? Alors, je pense que ce que Philippe Jaffé vient de présenter est absolument exact au sens où il manque encore en Suisse une vraie prise de conscience politique de la problématique. On a une prise de conscience au niveau maintenant aussi des établissements scolaires, au niveau des familles, ça date d'un peu plus tôt. Mais la question de la prise de conscience politique, de l'importance d'investir, de distinguer ce qui relève de la prévention et de l'intervention, une vraie approche globale de la problématique, on n'y est pas encore. Et l'avantage de la Suisse, où sous certains aspects, le fédéralisme peut être un désavantage sur ce type de problématique, où finalement, on a des cantons qui avancent à des rythmes un petit peu différents et qui permettent à certains autres de rester un peu à la traîne. Donc là, il y a aussi un enjeu en termes d'harmonisation des pratiques. Mais oui, on a toute une série de programmes, qu'il s'agisse de programmes de prévention, de programmes d'intervention, qui ont fait leurs preuves à l'international et qui pourraient, sans grand coût, être implémentés dans les écoles et plus largement dans la société en Suisse. Maintenant, j'ai une question pour vous deux, parce qu'elle a deux niveaux, en fait. D'abord, Philippe, qu'est-ce qui pousse un enfant à harceler son ou ses camarades ? Est-ce qu'il prend plaisir à faire souffrir ? Est-ce que c'est une forme de sadisme, si on ose parler de ça ? Ou est-ce que c'est forcément un enfant qui vit des situations compliquées à la maison et qui les réitère à l'école ?
Et sur un autre niveau, comment est-ce que ces comportements émergent? Comment est-ce qu'on se place en tant que victime ou en tant que prédateur dans une école? Est-ce que c'est le groupe? Est-ce que c'est l'individu? Oui, c'est vraiment très compliqué parce que je pense qu'il y a différentes formules et que pas tous les enfants tombent dans la même catégorie. Mais c'est certain que la plupart des enfants qui se lancent dans le harcèlement tombent dans deux catégories, grosso modo. Ceux qui ont été eux-mêmes victimisés par d'autres enfants ou en famille, ont subi des abus psychologiques et puis qui essayent de retrouver une sorte de maîtrise de ce qu'ils ont vécu à travers ce qu'ils infligent aux autres. Puis on a d'autres qui sont plus dans le malaise de l'apprentissage des interactions sociales, qui sont maladroits et puis qui trouvent une formule pour se mettre en relation avec les autres de manière tout à fait inadéquate. Mais il y a aussi des phénomènes de groupe où il y a des leaders qui s'imposent ou qui sont désignés. C'est vraiment très complexe et je pense qu'il n'y a pas vraiment un modèle précis. Puis on dirait qu'il y a quand même le fait qu'on fasse souffrir quelqu'un, que ça nous permet d'acquérir une certaine position, c'est ça? Absolument, oui. On a vraiment maintenant de plus en plus de travaux qui permettent de mettre en évidence que dans l'apprentissage des interactions sociales, un des défis, c'est de trouver sa place au sein d'un groupe et que malheureusement, le harcèlement permet de gagner des bénéfices, ce que l'on appelle des bénéfices sociaux, donc de gagner en popularité ou de gagner en statut social au sein d'un groupe de pairs. Souvent, un groupe de pairs plus petit que la classe ou de la classe, hein, ça se joue souvent à cette échelle-là, même si on a aussi des cas qui concernent des établissements scolaires en entier. Donc c'est vraiment cette possibilité qu'offre le harcèlement d'acquérir rapidement des bénéfices sociaux, d'être reconnu par les pairs, d'être craint sous certains aspects, mais de pouvoir éviter d'être soi-même la prochaine victime. Et donc l'enjeu, c'est vraiment d'essayer d'enrayer cette dynamique-là par des actions éducatives, par des actions préventives, pour pouvoir ensuite permettre aux élèves d'acquérir les mêmes bénéfices sociaux, mais avec une attitude pro-sociale. Oui. Alors, en fait, un élève qui va se positionner en tant que harceleur, il va choisir sa proie, entre guillemets, en fonction de quoi? Est-ce qu'il y a à un moment donné une espèce d'attitude qui renvoie peut-être au calme ou à la paix, et puis on se dit « Ah bah tiens, cette personne-là, elle est parfaite, je vais aller la harceler ». Alors, souvent, ce ne sont pas les élèves ou les enfants qui ont le plus d'attitude pro-sociale, donc le calme, la paix, eh bien souvent ce sont quand même des facteurs protecteurs. En revanche, on a deux grandes catégories de victimes ou de cibles de logique du harcèlement. Effectivement, soit il y a celles qui sont plutôt isolées, plus timides, plus faciles à agresser et avec lesquels il est plus facile de montrer finalement sa position dominante au sein d'un groupe, ou alors on a simplement des différences. Et là, on est dans des logiques de discrimination assez claires que l'on connaît plus largement dans la société. Les différences, elles peuvent être d'un ordre physique, mais aussi en termes de statut social, d'origine ethnique, de passion, un centre d'intérêt qui sortirait de la norme, d'orientation sexuelle. Donc en fait, toutes ces logiques, ces différences et ces logiques de discrimination qu'on retrouve dans la société plus largement, eh bien, on les retrouve dans la cour de récréation, dans la classe. Oui, je pense que Zoé a vraiment bien peint cette catégorie de vulnérabilité, ces enfants qui sont plus vulnérables. Et effectivement, mais je rajouterais aussi les filles dans l'équation. C'est donc ces différences de pouvoir reflétées à l'école qui sont les mêmes dans la société. Et les filles, quand même, sont beaucoup plus harcelées que les garçons. De différentes manières, on est bien d'accord, mais c'est aussi un phénomène, malheureusement, d'inéquité dans notre société. Donc l'inégalité commence déjà à l'école. On essaie de l'enrayer de différentes manières, mais on n'est pas tout à fait là encore, on en discute souvent avec Zoé de cette question. Alors justement, on a pu rencontrer des familles qui ont connu le harcèlement scolaire. Voyons ce qu'elles en disent. En gros, au fond de la cour, il y a un fossé en fait. Puis il y avait une personne dedans. On m'a poussé dedans, puis on m'a dit « Ouais, vas-y, bats-toi avec lui ». J'ai fait 9 ans de karaté. Du coup, j'ai réussi à me défendre. Seulement, au bout d'un moment, ils étaient 3-4. Du coup, heureusement, un prof a intervenu avant que ça dégénère vraiment. Mais encore une fois, après ça, ils n'ont rien eu. Donc, je me suis fait tabasser. On en a parlé à l'école. C'était bien ma prof en fait. T'es partie voir ta prof pour lui dire ce qui s'était passé? Elle a mis en place la médiation.
qui n'a pas fonctionné. La directrice a très bien agi pour le coup. Elle a tout de suite agi, elle a convoqué les élèves. Les responsables? Les responsables, ouais, puis ils se sont fait punir. Là, je sais plus quelle punition c'était, mais tout ce que je sais qu'ils se sont fait punir. Et là, pour le coup, ça a très bien marché. Il y avait une très bonne directrice à cette époque-là. Et puis... Ensuite, ils se sont calmés? Ils se sont calmés, ouais. Et après, au cours de la 6e année, la directrice a changé. C'est là où ça a repris au quart de tour. Pour moi, c'était vraiment une déchirure. Mais vraiment une déchirure, c'était presque physique. J'entends de voir mon fils souffrir. Moi, mon fils, quand le matin, je lui dis « tu vas à l'école » et puis qu'il éclate en sanglots, qu'il pleure, qu'il me dit « je t'en supplie, même, m'envoie pas à l'école », je n'envoie pas mon fils au supplice. Vous voyez ? Je n'envoie pas mon fils au supplice. Je suis désolé. Face à des gens qui ne sont pas capables d'assurer la sécurité d'un enfant dans le cadre de leur école. J'avais un groupe de personnes qui m'insultaient en fait. Là, c'était pour le coup très peu physique. On arrivait à un moment où c'est uniquement des insultes. Quelquefois des croche-pattes ou... Comment expliquer, dans le sens on se pousse entre nous, mais on n'en vient pas aux mains. Parce que pendant tout le temps qu'il y avait les insultes, tu en avais reporté à la direction? Puis la majeure partie du temps, c'était « oui, non mais on va agir ». Et puis, en soi, ils n'arrêtaient pas en fait, parce qu'il n'y avait aucune sanction. Et l'école est intervenue comme quelque chose qui lui a vraiment fait du mal. Il faut savoir que quand on est parent, on est extrêmement seul face à une institution. On est très très seul, on n'est pas écouté, on est remis en question. Le fait que moi, je me fasse harceler, ça a touché toute ma famille en fait. Ma sœur aussi était pas bien à l'école, etc. Je me faisais harceler, etc. J'avais 7 ans, 6 ans. Oui, il était plus âgé que moi, du coup on n'était pas dans la même classe, mais ça se passait à midi et aux récréations. Il y avait une fille qui était déléguée, et là c'est qui a commencé à se moquer de moi. Donc elle me suivait jusqu'à chez moi, elle me frappait avec sa meilleure pote, donnait des coups dans les chaises, etc. T'en avais parlé aux enseignants et aux enseignantes? Oui, et du coup en gros ils avaient une cellule anti-harcèlement. On l'a fait et ça a juste empiré. En fait, tous les jours, on est dans l'angoisse. On se demande qu'est-ce qui va encore lui arriver, est-ce qu'on va la taper, est-ce qu'elle va s'enfermer dans les toilettes. On ne sait plus comment gérer la situation et c'est vrai qu'on est un peu démunis. J'ai écrit des 50, 100 mails aux professeurs, aux doyens, à tout le monde. Ils ont essayé avec leur cellule anti-harcèlement, mais ils ne sont pas encore au point. Et la harceleuse a fini donc déléguée de classe. Moi, je trouve ça révoltant quand j'entends ce genre de témoignage. C'est super difficile à entendre, et encore plus quand on entend que la personne qui était responsable du harcèlement de cette jeune fille, par exemple dans le témoignage, elle est devenue déléguée de classe. C'est révoltant, effectivement. Mais on a l'impression que c'est courant aussi. C'est malheureusement assez fréquent. Et ça rentre parfaitement dans les dynamiques qu'on a tenté de décrire tout à l'heure, au sens où finalement le harcèlement apporte des bénéfices, notamment celui de pouvoir grimper dans la hiérarchie sociale de la classe, devenir délégué de classe. Mais malheureusement, là, le système éducatif n'a pas été en mesure de contrer, d'enseigner à cette personne comment devenir délégué de classe sans avoir recours à des attitudes antisociales, et puis inversement soutenir suffisamment l'élève cible du harcèlement pour lui permettre elle aussi déployer certaines compétences qui lui auraient permis de trouver une place, peut-être pas celle-là dans le groupe, mais une place qui respecte sa dignité. Donc là, c'était quand même la responsabilité de l'école de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Et puis, je pense aussi de pouvoir soutenir cette jeune fille qui était victime de harcèlement. On est clairement sur des enjeux éducatifs, absolument. On a l'impression que les enseignants aussi bénéficient un petit peu de ce harcèlement qui a lieu en classe, peut-être pour se faire respecter ou peut-être pour, je ne sais pas, acquérir une certaine notoriété ou un certain respect dans cette classe. On est sur un sujet très sensible, mais effectivement, toute la dynamique de groupe, tout le système qui est mis en place bénéficie aux personnes qui finalement doivent trouver la manière de faire fonctionner le système, et sans la véritable volonté de le déstabiliser et de recréer un nouvel équilibre, eh bien, on peut tirer des bénéfices si on n'est pas la cible du harcèlement. Oui, ce qu'on est en train de toucher, pardon, Katharina, c'est la notion de climat scolaire. Et quand le climat scolaire est vicié d'une certaine manière et que le bien-être de chaque élève
n'est pas pris en compte et qu'il y a des fonctionnements qui favorisent des pouvoirs, des circuits qui ne sont peut-être pas toujours aussi respectueux de chacun, eh bien on tombe dans des travers tels que ceux-là. Je vais prendre un peu le contre-pied rapidement parce que je pense que beaucoup de situations se résolvent. Oui. Mais effectivement, on tombe aussi sur des situations extrêmes, des dérapages terribles et on ne comprend pas. Et on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas l'aspect sanction. Mais l'aspect sanction, ça demande encore une fois une volonté des autorités scolaires. En droit suisse, il n'y a pas de sanction, de loi contre le harcèlement ou le cyberharcèlement. Donc l'école est un peu le reflet de ce flou que la société entretient sur cette question. Et ça va être très intéressant. On le verra justement en deuxième partie d'émission avec Anne Reiser lorsqu'on va parler de. Mais on peut comprendre ces parents qui se sentent désarmés vis-à-vis du système, qui ont à cœur, eux, la protection de leur enfance, leur bien-être, et puis ils voient l'école qui péclote, pour prendre un terme que tout le monde comprend, qui ne réagit pas avec l'enfant en priorité, et puis c'est là qu'on devient quérulent, on a envie de faire exploser le système, on prend des avocats, et les situations deviennent vraiment très, très compliquées. Et je pense, si je peux me permettre d'ajouter par rapport à la question de la sanction, elle revient régulièrement. Est-ce que l'on devrait sanctionner? Alors, on a aussi des indications que la sanction n'est pas toujours la manière de résoudre une situation de harcèlement, même plutôt pas la solution pour résoudre une situation de harcèlement. Puisque, en général, s'il y a sanction, elle est liée à un comportement, un fait. Le harcèlement est généralement composé d'une multitude d'actions qui ne sont pas toujours un regard, par exemple, n'est pas toujours sanctionnable en tant que tel. Et lorsqu'il y a sanction, il peut y avoir revanche. Et donc, souvent, les victimes ne sont pas enclines ni à en parler, ni à ce que la sanction soit mise en œuvre, parce qu'elles craignent d'être ensuite victimes de nouvelles violences en lien avec une revanche. Donc, en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a aussi toute une série de méthodes d'intervention qui, maintenant, privilégient le care sur la justice, sur la sanction, en disant on va prendre soin des élèves. On va prendre soin des élèves qui ne socialisent pas correctement et on va prendre soin des élèves qui sont victimes de ces violences. Et on a des résultats intéressants lorsque l'on va aussi dans cette logique-là et on doit simplement admettre qu'il n'y aura pas sanction pour chacune des infractions ou des violences commises. Donc on essaye en fait d'expliquer aux enfants en fait un peu la situation, aux élèves qui harcèlent les autres, tout le mal qu'ils sont en train de faire, bien qu'à mon avis, il y a quand même une part de conscience quelque part. Et puis on essaye d'expliquer à l'enfant qui reçoit cet harcèlement, qui est victime, que il y a peut-être des problèmes et qu'il faudrait qu'il accepte. J'ai vraiment du mal avec ce concept justement de prendre soin, de parler avec les élèves. Moi, je vois mon fils, par exemple, quand il avait 5 ans, il a été victime de harcèlement scolaire. C'était juste pas possible. À partir d'un moment, il faut dire « vous ne touchez plus à cet enfant ». Alors après, en fonction du développement de l'enfant, on va privilégier plutôt certaines approches que d'autres. Donc 5 ans, on n'a pas forcément la même compréhension de ce que peut être finalement les manières de vivre ensemble. Et effectivement, lorsqu'on a des très jeunes enfants, rappeler la loi, rappeler la règle va être à privilégier. Mais lorsque l'on arrive plutôt vers l'adolescence, là, il peut y avoir un avantage à véritablement essayer d'impliquer les élèves. Parce que l'enjeu, ce n'est pas seulement d'expliquer, c'est de les impliquer, de les faire participer et de les amener à trouver des solutions collectives par rapport à un dysfonctionnement dans le groupe. Donc là, ça va aussi varier en fonction de l'âge. Et puis, il ne faut pas oublier qu'avec ce type d'approche-là, on ne va pas les mettre en place pendant une année entière. On va essayer pendant 2 semaines. Et puis, si cela ne porte pas ses fruits, eh bien ensuite, là, on va peut-être devoir aller sur une approche un peu plus confrontante. C'est vraiment l'avenir de pouvoir mettre en place des programmes de ce type-là, mais ça va à l'encontre de toute la tradition de l'école qui est hiérarchique, avec des pouvoirs, des enjeux de contrôle de différents mécanismes, et de mettre à plat, d'écouter les élèves, de mettre en place quelque chose de collectif où on prend vraiment en compte, avec des objectifs de justice partagés au fond, où les responsabilités sont prises par les élèves, par les enseignants, par la direction. Ça demande non seulement de la volonté, ça demande de la formation, ça demande un changement de perspective. Mais toute une réorganisation structurelle. Et ça pourrait se faire, ça pourrait se faire et ce serait absolument extraordinaire.
On pourrait aussi mettre en place des choses relativement simples. J'ai un programme à l'esprit où les élèves plus grands sont chargés de mentoriser les élèves plus petits, de les protéger, mais pas dans un sens de créer une armure et une confrontation, mais de montrer l'empathie qu'on peut avoir pour les plus petits. Enfin, il y a plein de manières d'approcher, mais qui mettent à mal le système scolaire tel qu'il existe. Et quand on sort justement de ce cadre scolaire, là, on parle de cyberharcèlement parce que ça ne reste plus dans une structure, mais c'est tous les jours, ça nous suit tous les jours, dans la vie, sur les réseaux sociaux. Les jeunes aujourd'hui vivent à travers les réseaux sociaux. Donc en cas de harcèlement, de cyberharcèlement, comment est-ce qu'on fait pour protéger les enfants? Alors c'est pas très simple. Et Zoé et moi, nous avons travaillé sur la notion du chemin de l'école parce qu'on sait que le harcèlement débute de manière interactive à l'école et puis se prolonge sur le chemin de l'école et puis nous voit à la maison sur les réseaux sociaux. Alors en Suisse, on n'a pas vraiment beaucoup de mécanismes à part téléphoner au 147 de Pro Juventute ou prendre des informations sur ciao.ch ou se plaindre éventuellement au service de protection de la jeunesse, parce que ça demande tout un dispositif. Alors moi, je le dis ouvertement, en Suisse, on ne l'a pas. La meilleure pratique que je connais, c'est en Australie. Il y a un commissaire au numérique qui a des moyens d'investigation, qui travaille avec les compagnies Internet, qui sait comment porter plainte au nom des victimes. Et tout cela, c'est pas parfait, mais encore une fois, ça montre une volonté de s'attaquer de manière 360 à un phénomène qui est pris en compte de ci, de là. Et puis les victimes de cyberharcèlement, adultes ou enfants, vraiment, elles ne savent pas comment se démener par rapport à des... Pour conclure, Zoé, est-ce qu'on a un conseil à donner aux parents justement qui sont là en train d'essayer de protéger leurs enfants victimes de harcèlement scolaire? Qu'est-ce qu'on peut Alors, je pense que les conseils sont toujours les mêmes. Donc, c'est privilégier l'écoute, donc recueillir ce que l'enfant a à dire en ne minimisant pas chaque petite action liée à du harcèlement a son importance dans le phénomène. Le fait de se faire ignorer, le fait de ne pas se faire saluer, le fait d'avoir un surnom. Enfin, donc vraiment ne pas minimiser et puis ne pas conseiller, si possible, de les ignorer en retour, de dire mais ça va passer, d'essayer véritablement de dire ce qui t'arrive n'est pas normal, nous allons essayer de faire quelque chose et ensuite s'adresser directement à l'école. Parce que essayer de régler les choses entre parents ou aller directement à la police. Alors, si on est sur quelque chose de très grave et une infraction qui mérite d'être poursuivie, là, on ne discute pas. Mais pour le harcèlement qui est un peu plus systémique, là, je pense vraiment l'enjeu, c'est d'aller voir l'école, discuter avec les professionnels et ensuite, c'est de la ténacité, hein, c'est de pouvoir continuer, revenir, même si on a l'impression d'être le parent qui dérange, même si on a l'impression d'être celui qui, encore une fois, redemande des nouvelles, eh bien, c'est notre droit en tant que parent d'avoir des informations sur comment se passe la scolarité de notre enfant et de savoir qu'il est protégé contre toute forme de violence, qui est un droit fondamental des enfants. Merci beaucoup pour vos interventions, merci beaucoup pour ces conseils. Passons maintenant à la partie juridique et institutionnelle et abordons la question des responsabilités légales. Le harcèlement scolaire est un problème grave qui touche de nombreux jeunes en Suisse et peut avoir des conséquences dramatiques. Comment les parents peuvent-ils protéger leurs enfants? Y a-t-il des recours juridiques possibles? Quelles sont les mesures mises en place pour soutenir les victimes de harcèlement et leurs familles? Et enfin, comment les écoles et les enseignants peuvent-ils jouer un rôle plus actif dans la prévention et l'intervention face à ces comportements? Avec nous aujourd'hui pour en parler, maître Anne Reiser, bonjour. Bonjour. Avocate spécialisée en droit de la famille. Jennifer Dyer, vous êtes chargée de projet harcèlement, intimidation et violence entre élèves à l'unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire à l'État de Vaud. On dit plus harcèlement scolaire, on dit harcèlement, intimidation. Harcèlement, intimidation entre élèves, exactement. Et Mélanie Combi avec nous, bonjour. Vous êtes présidente de l'association Morane. Votre fille a été victime de harcèlement. À 22 ans, elle s'est suicidée. Et aujourd'hui, vous avez fait de cette tragédie un combat. Jennifer Dyer, vous avez participé au déploiement du dispositif cantonal vaudois, dont la MPP, la méthode de préoccupation partagée, dans les écoles vaudoises primaires et secondaires 1. Qu'est-ce que c'est exactement la MPP ?
Donc, la méthode de la préoccupation partagée, elle provient des travaux d'Anatole Picasse. Nous, on fait une adaptation pour le contexte roman. Et puis, juste avant de répondre à la question sur la MPP, c'est important de préciser qu'il y a plein de formes de violences différentes qui se prennent en charge de manière différente aussi. On ne met pas en place les mêmes actions de prévention et d'intervention selon de quoi on parle. Donc, la méthode de la préoccupation partagée, c'est une approche qu'on met en place uniquement sur les phénomènes de harcèlement, intimidation entre élèves, du type moquerie, mise à l'écart. C'est pour les plus jeunes plutôt, alors. Répéter voilà, en contexte école ou ailleurs. D'ailleurs, elle peut se déployer dans le parascolaire ou ailleurs. Mais on est vraiment sur ce type-là de phénomène. Et par exemple, on ne va pas déployer la même chose sur de la mise à l'écart que sur des menaces de mort, par exemple. Ouais, okay. Donc la méthode de la préoccupation partagée, il y a une prise en charge double. Il y a un soutien qui est mis en place pour la personne en souffrance par une des personnes ressources formées à l'accompagnement individuel, donc un accompagnement soutenu. Et puis en parallèle, des entretiens individuels qui sont menés avec tout élève qui peut aider d'une manière ou d'une autre, qui est impliqué aussi d'une manière ou d'une autre. Ça peut être la personne responsable de harcèlement ou les témoins. Voilà, les personnes qui participent beaucoup ou pas, ou des camarades. Et l'idée, c'est vraiment de travailler à ce que la situation pour la personne en souffrance, ça s'améliore. Et accessoirement, c'est aussi de pouvoir redonner un pouvoir d'agir positif aux protagonistes, où il y a beaucoup d'élèves qui disent « mais en fait, moi, je ne me rendais pas compte ». Et il y a les adultes aussi qui participent à cette médiation, entre guillemets. Donc la médiation, c'est davantage peut-être pour la gestion de conflits. Hein. Là, on est vraiment sur des entretiens individuels. Okay. Donc, il n'y a jamais de confrontation directe entre les parties. Et puis, évidemment, que c'est les adultes qui mettent en place cette approche. C'est des personnes formées. Est-ce que les professeurs, en fait, sont entendus dans le cadre de cette MPP? Alors, ils participent à l'évaluation des situations, mais voilà, c'est vraiment des professionnels formés qui font ces entretiens. Et puis, on peut compter aussi dans le canton de Vaud sur l'équipe santé, comme on l'appelle, avec des médiatrices, médiateurs scolaires, infirmiers, infirmières, éduques, qui font vraiment cet accompagnement soutenu de la situation, donc évaluation, accompagnement de la personne en souffrance, et puis suivi, collaboration avec les parents, etc. Et on peut compter aussi sur passablement de professionnels formés, dont des profs, pour cette approche. Anne Reiser, les établissements scolaires, en tant que structure éducative, ont une obligation de surveillance et de sécurité envers les élèves. Si cette obligation n'est pas respectée et qu'un élève est victime de harcèlement ou d'un autre préjudice, les parents peuvent-ils engager la responsabilité civile de l'école pour obtenir une réparation financière, en tout cas? Bon, alors déjà, si c'est pas respecté, le fardeau de la preuve, hein, ça va être difficile du côté des parents. De manière générale, il faut juste... responsabilité de l'école, c'est responsabilité de l'État. Hein. Là, on parle des écoles publiques. Hein. En général, les lois cantonales, parce que c'est cantonal, les questions, en tout cas, la responsabilité pour l'encadrement des enfants et la formation des enfants est cantonale tant qu'ils sont mineurs, en tout cas tant qu'ils sont jusqu'en secondaire, 15 ans. Après, c'est une responsabilité partagée avec la Confédération. Donc là, je parle des cantons. La responsabilité civile de l'école n'est jamais engagée en tant que telle, on engage la responsabilité civile de l'État. On peut attaquer l'État parce que l'État a failli dans sa mission d'encadrement, de promotion de la santé, de la sécurité des élèves. Autant dire que c'est cause perdue pour les parents. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'efforts après, alors qu'on aurait pu agir avant. Les parents doivent collaborer avec l'État, ils doivent collaborer avec les écoles et les institutions de protection. Le Code civil leur en fait l'obligation. Donc, avant de poser la question de la responsabilité civile, peut-être savoir quel est le devoir de tout parent. Je pense que les parents doivent savoir qu'ils doivent collaborer. Et s'il y a quelque chose qui se passe, tout de suite signaler. Et si ils constatent que l'école ne fait rien, passer à l'échelon supérieur, parce que c'est la responsabilité de l'État que de mettre en œuvre un système de protection et de prévention qui marche. Mélanie, votre fille a été victime de harcèlement à tel point qu'elle s'est donné la mort. Vous avez créé une association au nom de votre fille, l'association Morane, qui fait de la prévention auprès des écoles. Regardons en image votre combat. Alors Morane, le dernier soir de sa vie, il s'est passé que le soir-là, elle est tombée sur un garçon qui l'a harcelée et qui l'a secouée, qui lui a crié dessus. Morane était à genoux par terre et puis il lui a dit « T'as plus qu'une chose à faire, c'est d'aller te suicider ». Et là, Morane, elle est rentrée dans sa voiture, elle a regardé sur son Google si elle sautait de la passerelle de Farinet qui se trouve entre les Troncs et Saillon, est-ce qu'elle allait vraiment mourir?
Ça, c'est ce qui est ressorti sur le rapport de police. Et là, elle a mis Google Maps et elle est montée à la passerelle. Elle nous a fait un magnifique mot pour nous dire « j'en peux plus, elles ont gagné, je suis fatiguée ». Elle a enlevé tous ses bijoux, elle nous a laissé toutes ses affaires. Et elle nous a envoyé le message. Elle a posé son téléphone sur le pont pour nous indiquer où elle était et puis elle a sauté. Alors, quand le policier est venu sur le pont quand Morane a sauté, il a eu accès tout de suite au téléphone à Morane et il a été choqué en peu de temps de voir ce qui s'était écrit. On s'est rendu compte de l'ampleur que Morane avait subie en fait. Alors, tous les messages d'insultes, tous ces messages qui étaient écrits dans son téléphone depuis 2021, ces messages éphémères que les jeunes pensent que ça ne reste pas, mais oui, ça reste, tout a été ressorti. Tous les messages depuis 2019, les photos, tout ce que Morane avait été faire comme recherche sur Internet le dernier soir, tout était inscrit là-dedans. L'association Morane fait beaucoup de témoignages dans les écoles de prévention. On parle du harcèlement. On a créé un groupe de parole pour les jeunes. Et les cafés rencontres avec les parents qui ont aussi, des fois, sont dépassés par les choses et on est aussi là pour eux, on est aussi là pour aider toute la famille qui subit à travers leur enfant du harcèlement. Oui, on donne des ressources à nos jeunes. On parle des sites internet qui existent, ciao.ch, Projuventus, Stop Suicide, Parpa, le 147, la main tendue pour ces jeunes. C'est des professionnels qui leur répondent, je leur explique que c'est anonyme, que c'est 24 heures sur 24. Alors on donne des messages d'espoir, on leur explique vraiment qu'il faut en parler et ne pas rester seul. C'est très 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 important. L'objectif de l'intervention de l'association Morane aujourd'hui, c'était pour nous de sensibiliser les élèves aux dangers du harcèlement, à ses conséquences parfois dramatiques et puis aux moyens d'y remédier. Et c'est la raison pour laquelle on a fait venir Madame Combi pour qu'elle partage avec nos élèves ce témoignage tragique et bouleversant du suicide de sa fille Morane qui s'est donné la mort après des mois de harcèlement. Mélanie, on vous a vu dans le reportage faire de la prévention auprès des écoles. Bravo pour tout le travail que vous faites. En tant que parent, quel était votre sentiment face à ce que vous disait votre fille ? Alors elle ne me disait pas grand-chose. Elle me disait absolument pas grand-chose. Quand on s'est rendu compte de ce que Morane a subi, c'était trop tard. Elle a beaucoup gardé pour elle. Et puis, dans le message qu'elle nous a laissé avant de partir, elle nous dit « Elles ont gagné, j'en peux plus ». Donc, c'est vrai que pour moi, je me suis dit qu'on devait en parler. Et c'est ce que je fais dans les écoles. Je ne force pas, mais je demande aux jeunes... J'essaie de leur inculquer l'importance d'en parler, de ne pas rester seul et qu'il y a d'autres moyens que de sauter la vie. Oui, ça. Est-ce que vous aviez vu des signes dans son comportement ? Est-ce que vous aviez... Oui, alors Morane a perdu beaucoup de poids de avril à septembre. Hein. Elle a passé, je pense qu'elle a perdu entre 8 et 10 kilos. Elle nous en parlait, mais très très peu et on ne s'est pas rendu compte de la gravité de ce qu'elle vivait. Il faut dire aussi que Morane avait 22 ans, donc elle était adulte. Elle a été harcelée par des adultes aussi, donc c'est vrai que elle avait sa petite vie aussi. Là, Anne Reiser, il y a la responsabilité de l'adulte qui est engagée ici. Les parents avaient un moyen d'action contre ces personnes-là ? Non. Hein? C'est le problème, c'est tout le problème de la personne qui est ciblée par... Est-ce que c'est un manque de preuves ? C'est quoi ? Non, c'est pas ça. C'est que simplement, dès l'instant où le jeune devient majeur, il a l'exercice des droits civils, c'est à lui de déposer plainte. Et puis si, effectivement, sa liberté est entravée au point qu'il n'a même plus le ressort nécessaire pour appeler à l'aide et déposer plainte, ses parents ne peuvent pas le faire pour lui. Jennifer, d'ailleurs, pour éviter justement des situations qui sont dramatiques et qui malheureusement arrivent, l'école doit mettre en place certains rôles, les enseignants ont un rôle. Justement, quelle est la responsabilité des enseignants dans le cadre du harcèlement, intimidation entre élèves ?
Et donc c'est un rôle qui est assez générique sur toute forme de violence et de discrimination, disons. C'est-à-dire que d'être responsable de poser un cadre, de le maintenir, s'il y a des violences qui opèrent, d'intervenir, de réagir, s'il y a des élèves qui viennent leur parler, c'est d'accueillir la parole, de regarder quels sont les besoins des jeunes et puis de relayer vers des personnes qui sont formées à l'accompagnement individuel, personnes dont je parlais avant, l'infirmier, l'infirmière scolaire. Y a-t-il une obligation de report ou de signalement? Ça va tout dépendre du contenu des propos, mais typiquement si l'élève fait part d'idées noires, évidemment que voilà, c'est des protocoles directs, direction, professionnelle de la santé. Si l'élève parle justement de violence de ses autres camarades envers lui ou elle. Ça va vraiment dépendre, chaque situation est différente, mais c'est vraiment l'idée, évidemment en fonction de l'âge de l'élève, mais de discuter de ses propres besoins, de comment l'élève se sent, et puis d'intervenir toujours dans le bien de l'élève. Typiquement, la méthode de la préoccupation partagée, si on prend un cas concret, l'élève qui vient se confier à un adulte, cet adulte va pouvoir lui dire « Mais voilà, est-ce que tu es d'accord que je t'accompagne voir la médiatrice ou le médiateur scolaire parce que moi, voilà, je ne peux pas te laisser seul avec ça. » Et puis de voir comment à quelque part, lui garantir cet accompagnement déjà au sein de l'école, puis après de voir en réseau et entre professionnels comment l'accompagner pour la suite. Mais c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce que Mélanie Combet disait avant, c'est de ne pas rester seule et puis de pouvoir en parler. Donc, et c'est là où est tout le gros travail de prévention. Dans le canton de Vaud, on a ce dispositif qui articule prévention et prise en charge avec la méthode de la préoccupation partagée, qui se déploie d'ailleurs dans toutes les écoles du canton. Donc c'est vraiment, je rejoins ce qui a été dit précédemment, de ne pas hésiter à contacter l'école et puis à signaler les situations parce que parfois on ne le sait pas et on peut pas deviner, quoi. Absolument. Mélanie, vous avez vécu ce drame de près. Je présume que lorsque c'est arrivé, vous avez repensé à tout ce qui s'était passé et de quelle manière est-ce que vous auriez pu peut-être agir différemment? Je présume qu'il y avait aussi une part de culpabilité dans le fait de ne pas avoir vu toute la souffrance de votre fille. Quand vous y repensez, est-ce qu'il y a des éléments qui pour vous étaient alarmants? Bien entendu, vous aviez dit tout à l'heure qu'elle avait perdu du poids. Y avait-il d'autres éléments comme par exemple se renfermer sur elle-même ou des attitudes ou peut-être qu'elle parlait à quelqu'un puis qu'elle a arrêté de parler à cette personne? Alors, Morane nous avait un petit peu parlé 3 mois avant de passer à l'acte. Et on avait essayé de la dissuader d'aller sur ses réseaux sociaux. Elle a quand même 4 frères, donc on avait demandé ses frères avaient dit mais on va venir t'aider. Et du moment qu'on lui a parlé de ça, elle s'est vraiment renfermée parce qu'elle voulait pas de scandale. Elle me disait toujours je vais gérer, t'inquiète pas. Et début septembre, je lui ai demandé de voir ce qui se passait dans son téléphone parce que je voyais que ça allait de moins en moins bien. Et elle m'a dit non. Par contre, elle m'a montré quelques messages qu'elle avait reçus. Et je lui ai demandé d'aller à la police à ce moment-là, porter plainte. Et Morane a été à la police le 7 septembre. Elle est partie le 30 septembre. Et elle n'a pas été très bien entendue. Nous, on voulait qu'elle porte plainte. Pour des raisons que je ne sais pas, parce que je n'étais pas là quand Morane a été, on l'a forcée à aller. J'imagine que Morane a dit peut-être à la police « Maman m'a forcée de venir là, mais je ne veux pas faire d'histoire ». Et là, elle a déposé une main courante. À savoir que la main courante, dans le cas de Morane, ne servait à rien parce que les auteurs n'étaient même pas au courant qu'il y avait une main courante qui était déposée contre eux. Donc oui, il y a de la culpabilité parce que je pense que les choses auraient pu être différentes. Oui. On y reviendra tout à l'heure. Parmi tant d'autres, il y a une association qui en a eu marre d'entendre parler de tous ces harcèlements, qui n'y va pas de main morte en ce qui concerne les harcèlements scolaires. Regardons tout de suite. Alors clairement, on ne cherche pas du tout l'intimidation. On est à l'opposé de ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est une rupture finalement de rapport de force
La toute première fois, c'est un papa qui m'a téléphoné en me disant « Fais attention, mon fils m'a dit qu'il y avait des groupes anti-elle qui se montaient. » Comment tu sais que ce ne sont pas tes copains ou tes copines? Bah, c'est facile à savoir. Ouais, dis-moi. S'ils t'embêtent tout le temps, ça va se poser ton copain et tes copines. Ils te disent quoi? Que je suis débile et plein d'autres, des insultes et puis des points de tape. Et toi, ça te fait quoi? Bah, ça m'énerve. Est-ce que tu te défends un peu? Bah non, parce qu'après je me fais gronder. Elle est arrivée un jour en me disant que ça allait pas, enfin qu'elle avait reçu des mots qui étaient très durs pour une enfant. Et voilà, au début on se dit c'est que des mots, donc c'est des disputes d'enfants, ça va passer. Et puis en fait les mots sont toujours plus durs, parce qu'il y a quand même un jour où elle est rentrée en disant qu'elle ne voulait plus manger parce qu'on l'avait traitée de grosse obèse. Et t'en as déjà parlé à la maîtresse pour qu'elle aille les voir avant que... Elle s'en fiche. Elle s'en fiche. C'est de montrer à la personne qui souffre et qui est harcelée qu'il y a une force derrière, une image qui est là, et puis qui permet en fait de lui redonner confiance. Mais on n'est absolument pas dans la provocation. On est là simplement pour montrer notre force et notre image à l'enfant qui souffre. Tous les jours d'aller, là en l'occurrence, au chemin de l'école. On se dit toujours, ouais, c'est des enfants. Ils se disputent et puis c'est pas forcément un ange non plus. Donc est-ce qu'elle a cherché elle d'une façon ou d'une autre? Et puis il y a eu un soir où elle a explosé. C'est là que j'ai regardé mon mari, j'ai dit mais non, faut qu'on fasse quelque chose. Chaque demande d'aide, elle passe au sein d'un comité qu'on a chez nous. Ce comité, on a la chance d'avoir des professionnels qui sont chez nous, des pédopsychiatres, on en a 2. On a des gens qui sont dans les institutions pour les jeunes. Donc on a des compétences qui nous permettent de poser des bonnes questions. Et une fois qu'on a ces bonnes questions à poser, on va rencontrer la famille et surtout l'enfant. On ne fait rien non plus sans qu'il y ait des démarches initiales prouvées qui ont été faites auprès de l'école. Donc on a toujours de la documentation écrite de la famille ou de l'enfant auprès soit d'une direction, soit d'un professeur. On fait un bilan en fait du suivi de nos enfants. On a pu mettre les choses à plat. Nous, on a pu dire aussi ce qu'on n'avait jamais pu dire ou jamais osé dire. C'est que, en plus de la protéger elle, vraiment que le harcèlement soit mis en avant, ok, mais qu'on aide tous ces enfants. Il n'existe pas de définition légale ni du cyberharcèlement ni du harcèlement scolaire. Il faut se concentrer sur les infractions qui existent dans le code pénal et essayer de retrouver si le comportement a une atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle par exemple. Quel recours ont les parents dont l'enfant est victime de harcèlement scolaire au niveau juridique? Alors déjà, si on se contente du plan pénal, il faut déterminer quel est l'âge de la personne qui harcèle. Parce qu'avant 10 ans, il n'y a pas de responsabilité pénale. Donc la plainte pénale n'aboutirait en tout cas pas. À partir du moment où le harceleur a en tout cas 10 ans, se pose la question de la plainte pénale. Est-ce qu'un mineur peut être condamné? Un mineur donc au-dessus de 10 ans, est-ce qu'il peut être condamné pour du harcèlement? Oui, si son comportement réalise les conditions d'une infraction, par exemple des claques, ou bien une forme d'atteinte à l'honneur par le biais d'injures répétées, il peut y avoir une condamnation, donc il y aura une reconnaissance de culpabilité. Après, en termes de sanctions, le système est ainsi fait qu'en dessous de 15 ans, il n'y a pas de peine privative de liberté, donc pas de prison pour les moins de 15 ans. C'est clair que le droit pénal, c'est le droit par lequel on intervient sur ce qui est déjà arrivé. Et donc on ne va jamais protéger la personne par rapport à ce qui pourrait arriver à l'avenir. Et sinon, c'est vraiment le rôle de l'école de prendre des mesures pour prévenir de nouvelles atteintes. Anne Reiser, quelles mesures préventives les établissements scolaires peuvent-ils mettre en place? Est-ce qu'il existe un cadre juridique qui les oblige à adopter certaines mesures? Alors les mesures préventives, elles sont extrêmement bien expliquées là par il n'y a pas de cadre juridique qui pourrait obliger une école à implanter une mesure? Je pense que le cadre juridique, il est vaste. Il y a un devoir de protection générale. Et ensuite, chaque canton doit édicter une loi en disant qu'est-ce que doit faire l'école et comment est-ce qu'on doit collaborer avec les parents. Moi, j'ai plutôt envie, de dire quelles mesures préventives les parents peuvent-ils mettre en place. Je pense qu'une réflexion à propos de l'exposition des enfants aux écrans et de se rendre compte que pour que le harcèlement fonctionne, il faut atteindre la personne. Si la personne n'est pas devant son écran, elle n'est pas atteinte.
crainte. Donc déjà, cette réflexion-là m'apparaît essentielle. La deuxième chose que les parents pourraient faire et engager comme discussion avec l'école, c'est une réflexion à propos du bouc émissaire qui est nécessaire pour pouvoir créer en fait des groupes sociaux. On voit très très bien chez les enfants, ils ont un tel besoin d'appartenir et d'être reconnus par le groupe. Si on réfléchit à propos du groupe émissaire qui soude tout le monde contre tout le monde et qu'on déconstruit ça en fait dans la discussion très efficace que vous menez, je pense que là on peut effectivement regagner en liberté, redonner de la liberté à chaque enfant pour œuvrer à autre chose que se souder dans un groupe grâce au sacrifice d'autrui. Ça, on observe ça dans toutes les sociétés primitives. Ce serait possible de ne pas être complètement primitif, je pense, et les parents peuvent y œuvrer comme l'école. Alors ça, Jennifer, justement, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, le fait de dessouder ces groupes, de reconnaître les groupes un peu leaders, et puis de pouvoir déconstruire. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est avant tout de travailler sur le vivre ensemble, des notions de respect. Et puis, il y a aussi un gros travail qui peut être fait dès les petits degrés scolaires sur ce qu'on appelle les compétences psychosociales, c'est-à-dire d'outiller les enfants et les jeunes sur certaines compétences clés qui vont les aider à grandir et à vivre en société. Comme l'empathie, par exemple. Par exemple, mais c'est vrai que de développer l'esprit critique. Est-ce que quand tout le monde est en train de rigoler à propos d'un camarade, est-ce que moi aussi je rigole ou pas? Si je rigole pas, qu'est-ce qui peut m'arriver? Si je rigole, qu'est-ce qui peut m'arriver? Donc c'est vrai que de faire d'outiller les jeunes par rapport à ça. Et puis ça peut être aussi intéressant de les écouter, hein, de redonner la voix aux jeunes, parce que les enfants et les jeunes ont souvent d'excellentes idées pour être toutes et tous bien ensemble. Mélanie, après cette tragédie, quelles ont été les plus grandes difficultés auxquelles vous avez fait face avec votre famille ? Alors bon, on a perdu leur grand-maman, ma belle-maman, 1 mois après. 2-3 mois après, j'ai perdu mon frère d'un arrêt cardiaque. Donc on s'est retrouvés dans le vrai deuil, une famille vraiment deuillée. Ce qui a été le plus dur, c'est que comme on est beaucoup, jamais quelqu'un allait bien tous en même temps. Et ça a été très dur, je trouve, pour nous de tous nous tirer vers le haut. Et à un moment donné, on a dû chacun trouver sa façon de faire le deuil. Et c'est souvent seul qu'on le fait le deuil. Et il n'y a pas de temps. C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans. Je pense que chacun avance à sa façon. Et c'est vrai que je trouve que notre famille a beaucoup souffert les 6 premiers mois parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui pleurait. Pour conclure cette émission, quelles seraient vos recommandations, vous qui avez vécu cette situation? Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner aux parents qui sont avec des jeunes qui sont en souffrance? Alors, c'est ce que je dis dans les écoles aux parents, discuter beaucoup, prendre du temps avec leur enfant, regarder dans leur téléphone. Moi, je pense que si j'avais pu avoir accès au téléphone de Maureen, même qu'elle était majeure, j'aurais pris conscience de ce qu'elle vivait. Et c'est ça que je dis aux parents. Mais c'est surtout d'être présent, d'entamer des discussions à table et de ne pas les laisser seuls. Je vais rebondir. Regarder dans le téléphone, c'est une infraction pénale, on ne peut pas. En revanche, de faire comprendre aux jeunes que la présence physique, c'est une vraie réalité et que la présence virtuelle, ça n'est pas la même réalité, pour qu'ils puissent profiter, surtout en Valais, mon Dieu, les familles sont extraordinairement soutenantes là-bas. Que diable, quelle perte de temps, hein, c'est vraiment ça. C'est ça, c'est ça. Merci à nos invités, merci pour leur temps et leur expertise et surtout leur engagement. Nous espérons que cette discussion vous aidera à mieux comprendre le fléau et à savoir comment agir. N'oublions pas que chaque geste compte et qu'ensemble, on peut faire la différence. Le harcèlement scolaire, cyberharcèlement ou harcèlement tout court commence souvent pendant ou avant l'adolescence et fragilise notre développement naturel. Natalia Pavalaki, bonjour, vous êtes avec nous sur cette 3e partie d'émission. À l'adolescence, on se construit sur tous les plans, émotionnel, psychologique, mais aussi sexuel. Quel est l'impact du harcèlement sur notre capacité à créer du lien avec l'autre ? Moi, dans ma pratique, j'utilise beaucoup les instruments de la thérapie des schémas. Et dans la thérapie des schémas, les schémas, c'est comme des lunettes qu'on porte à travers lesquelles on voit le monde.
certains événements dans notre enfance, comme le harcèlement, bien sûr, il va laisser certaines traces. Ça va influencer sur notre estime de soi, ça va mettre les bases d'un schéma, par exemple, de méfiance. On ne va plus avoir confiance d'être avec les pairs parce que la prédiction, c'est qu'on va nous faire mal, on va se moquer de nous. Alors du coup, plus on a vécu ce genre d'événements, plus aussi dans la vie adulte, ça va nous impacter ou ça va se manifester. Parce que si on parle de sexualité, bien sûr, d'avoir des rapports sexuels, d'être amoureux, d'être aimé, tout ça implique une proximité, une intimité. De montrer ses sentiments, en fait, de se mettre un peu à nu, psychologiquement, devant quelqu'un. Et si on a ce schéma de méfiance ou le schéma, par exemple, d'imperfection ou d'exclusion, ça va être très, très difficile pour nous de se montrer et espérer quelque part qu'on va pas nous faire mal si on va se mettre à nu. Et du coup, on se renferme totalement sur soi. Oui, et puis ou pour ne pas se renfermer, on va devoir de nouveau avoir accès à certaines stratégies, comment faire face pour ne pas être dans ce refermement, parce qu'effectivement, chacun d'entre nous a besoin d'être en lien avec les autres. Quand on a connu les moqueries, qu'est-ce qui se passe chez nous ? Oui, c'est vrai que souvent dans ma pratique, je peux avoir des patients ou patientes qui me décrivent quand on a vécu la moquerie dans notre enfance ou adolescence, ça peut arriver souvent dans la sexualité que dans un moment de nouveau d'une grande intimité, on a l'impression que toute proposition, ça peut être « ah mince, je suis pas suffisant » ou on se moque de moi, en fait il y a quelque chose qui va pas chez moi. Alors du coup, bien sûr c'est important d'aller voir un spécialiste pour arriver à travailler, puis aller jusqu'à la source et puis un petit peu de construire d'autres circuits neuronaux pour pas que chaque fois que quelqu'un vient vers nous ou a envie de nous proposer d'être dans une intimité avec nous, qu'on se méfie ou qu'on se dise forcément ça va mal se passer. Ou alors on peut mal prendre les choses, on peut mal interpréter. Peut-être quelqu'un qui a une réaction lui aussi timide ou elle aussi. On va se dire mais c'est parce que moi je suis pas assez bien. Voilà. Alors, comment faire pour reprendre justement cette estime de soi, pour se sentir aimé, pour se sentir aimable ? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui se ressentent comme ça ? Bien sûr, on peut avoir des petites choses comme ça à travers pendant notre vie qu'on va essayer de mettre en place. Par exemple, être entouré avec des amis qui sont bienveillants envers nous, qui ne vont pas se moquer, pas reproduire quelque chose qu'on a vécu avant. Est-ce que essayer d'être le plus bienveillant envers soi. Un chouette exercice, ça pourrait être qu'à la fin de la journée, on a un petit carnet où on va marquer 3 ou 5 chouettes choses qui nous est arrivées ou des choses pourquoi on pourrait se féliciter. Mais là, ça sonne assez facile. Mais si les personnes, elles n'arrivent pas à faire ça, là, je dirais que, de nouveau, ça vaut la peine de faire une psychothérapie ou une sexothérapie pour voir, mais quelle partie en moi ne me permet pas d'avoir ce regard bienveillant et d'être cette partie, d'avoir en moi un adulte sain et bienveillant. Pourquoi je suis toujours dans une critique ou une exigence extrême. Donc essayez vraiment de comprendre et de travailler sur soi en se parlant de manière douce, en se parlant de manière bienveillante. Et bien sûr, la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres. Merci beaucoup, Natalia. Merci. On espère que cette émission vous aura apporté des pistes, des réponses, des solutions. Restez avec nous, vous pouvez retrouver toutes les émissions, les témoignages sur notre site internet laparental.ch. La Récré Parentale, c'est aussi une association qui œuvre en faveur de la protection des enfants et l'accompagnement des parents. C'est une communauté bienveillante avec des membres, que ce soit des familles comme vous et moi, mais aussi des spécialistes, des juristes, des avocats, des médiateurs, des coachs certifiés. On organise chaque mois des événements auxquels vous êtes les bienvenus. Retrouvez toutes les infos sur laparental.ch. Quant à nous, on se retrouve très bientôt.